Quand je reprends la marque, mon idée, en fait, c'est de redonner les lettres de noblesse à Simalp en passant par l'innovation. Non pas que la qualité est pas bonne, hein, les produits à l'époque sont bien, mais par contre, il y a un problème de positionnement marketing, mais qui nécessite des budgets. Et quand j'arrive, j'ai pas des moyens financiers importants. À l'époque, les levées de fonds, etc., c'est pas du tout l'état actuel. Donc je peux pas passer par là. Et moi, mon idée, c'est que l'e-commerce va révolutionner la façon de vendre les produits. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Qui s'est déjà rendu à la montagne sait combien l'équipement est clé. Qui n'a pas en tête des souvenirs de froid intense à cause d'une mauvaise veste ou de mouvements difficiles à cause de vêtements mal adaptés. Dans cet épisode, nous aborderons beaucoup de sujets passionnants. Les sports de montagne, vous l'aurez compris, mais aussi l'innovation, la marque, l'entrepreneuriat et l'internationalisation. En effet, j'ai le grand plaisir de recevoir Lionel Marsan, le CEO de Simalp, fabricant et équipementier outdoor pour les sports de montagne. Fondée en 1964, la marque a un historique et une histoire unique. Mais avant de les découvrir, nous allons nous intéresser au marché de l'équipement outdoor en France et en Europe. Les sommets de nos massifs sont de plus en plus populaires, les sports de montagne et ces compétitions sportives sont de plus en plus nombreux. Dernier exemple en date, l'Ultra Trail du Mont Blanc 2022 a battu tous ses records de participation et d'audience. Nous poursuivrons avec la proposition de valeur de Simalp. Nous allons revenir en détail sur les fondamentaux de la marque pour comprendre comment elle s'est redéployée depuis 15 ans. Enfin, nous demanderons à Lionel de nous expliquer les stratégies data, CRM, acquisition, fidélisation réseaux sociaux, bref, ce qu'on fait habituellement ici sur ce podcast. Mais avant de commencer, Lionel, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci déjà de me recevoir sur ton podcast. Lionel Marsan, je suis le papa d'un petit garçon de 8 ans j'habite sur Lyon et j'ai la chance de diriger Simalp, une entreprise basée à Valence. T'es plutôt un profil ingénieur, t'es plutôt un profil commercial, t'es quoi à l'origine ? Alors j'ai fait une formation d'ingénieur dans les télécoms. Mais je me qualifierais peut-être un peu entre les deux. J'aime beaucoup le marketing aussi, le commercial. J'ai grandi avec des parents entrepreneurs, on va en parler, et j'ai toujours adoré le commerce. Alors ça c'est arrivé peut-être un peu après, il y a peut-être un ADN familial. T'as fait cette formation d'ingénieur, t'as poursuivi par le lancement de ton parcours professionnel. T'as commencé par quoi ? Alors, j'ai travaillé dans un premier temps dans mon domaine d'activité. J'ai travaillé sur Paris dans une boîte qui faisait de l'ingénierie de façon générale dans l'électronique et les télécoms. C'était une grosse boîte allemande, comme les Allemands savent bien faire, une belle PME de 2500 personnes.
Une ETI quand même. Voilà, une belle ETI. J'avais envie de travailler là-dedans pour apprendre ce qui était une boîte structurée, comment ça a fonctionné depuis l'intérieur. J'ai fait ça 4 ans. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Plein de choses. J'ai déjà eu la chance, en fait, moi je suis entré comme chef de produit dans cette boîte. Au-dessus de moi, j'avais le chef des ventes, donc un profil très commercial, qui m'a appris plein de choses, qui m'a appris le commerce, alors plutôt en B2B, nos clients c'était Airbus, c'était des entreprises très industrielles, mais j'ai appris aussi à travailler avec les ingénieurs, parce que j'étais en fait l'interface entre le commercial et la R&D. Et c'est souvent 2 secteurs qui savent pas bien se parler. Là, on est en quelle année, juste pour avoir 2004. 2004. Ouais. Tu as cette première expérience. Tu l'as poursuivi comment? Après tu es resté 4 ans, ouais. Ça veut dire que tu as continué sur autre chose? Ouais, en fait, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui a une belle croissance, qui me propose d'avancer dans ma fonction. Donc je prends assez rapidement des fonctions de direction de BU. Et en fait, je me rends compte au bout de 4 ans que pour aller plus loin, on me propose de partir en Chine. Et c'est pas forcément mon souhait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je me rends compte que quand t'es employé dans une entreprise, tu as des directives et je sens que j'ai une fibre entrepreneuriale un peu plus prononcée que mes collègues et que je vais avoir envie de monter ma boîte. Donc c'est ce que tu fais, tu quittes pour monter la boîte, et c'est directement là on rentre chez Simalp? Non, on rentre pas chez Simalp, on passe avant dans du contrôle qualité. Je crée avec 2 copains d'école une boîte de contrôle qualité en Chine pour le coup. On commence finalement la Chine, sur la Chine. Elle était, c'est un sous-jacent. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai donc on le verra tout à l'heure, mais l'entreprise de mon papa, je vois que donc il est dans le textile et il a du mal à faire fabriquer. Lui, fabriquer en France. Il savait bien fabriquer en France. Il sait faire fabriquer au Maghreb, mais il a des problèmes de prix, comme tout le monde à cette époque-là. Il doit aller fabriquer en Chine et il n'y arrive pas. Et donc, je convainc 2 camarades de classe qu'il y a un truc à faire là-bas pour aider les entreprises, plutôt les PME, notamment sur le contrôle qualité. Donc on part et on développe AQM, ça s'appelle Asia Quality Management. Donc on commence en Chine. Donc vous vous installez là-bas? On s'installe là-bas. Eux s'installent sur Hong Kong et Shanghai. Moi je reste sur la France. Moi j'ai un poste un peu en double casquette. Je commence aussi à aider mon papa et puis l'entreprise. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais à chaque fois que tu entreprends une petite entreprise, il y a souvent des hauts et des bas. Mais on arrive à traverser et à construire une belle entreprise. Et en 2009, on a une proposition de rachat. On est une centaine déjà de collaborateurs. Ah oui, quand même, une belle... Ouais, basé en Chine, en Inde. Et on commence à faire un petit peu... Les clients, là, c'est qui? J'imagine que ton père a été le premier... Alors, mon papa était le premier client. Ouais, je le remercie s'il a l'occasion d'écouter le podcast. Et puis après une traversée du désert avec des PME qui ont souvent pas forcément la compétence en termes de qualité, de service qualité, ils n'ont pas de service qualité, on s'aperçoit que c'est plus facile en fait d'aller vers des plus grands groupes. Et on a notamment Okaidi qui nous fait confiance et qui nous donne un super contrat sur l'Inde. Et qui nous demande en 6 mois de passer de 0 à 5 bureaux et 35 personnes en Inde. Et donc là, AQM est lancé et là, va bien grandir. Ton rôle en France, il est davantage commercial quelque part ou pas? Est-ce que c'est toi qui es la tête de pont pour aller chercher les clients? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout le CIO. C'est un de mes 2 associés. Ouais. Moi, j'ai le plus petit rôle, on va dire, dans cette entreprise.
C'est lequel ? Et c'est plus un rôle de stratégie et d'essayer de commercialement voir un petit peu les choses. Et du coup, le travail qui va être fait va plutôt venir de mes deux associés. Parce que la réussite passe par les humains sur place. Et vous avez des clients qui sont majoritairement français ouais, majoritairement français. Majoritairement français. Tu as cité Okaidi, il y en avait d'autres que tu peux citer Alors, j'aurais pas le souvenir de tous les clients les plus importants. En fait, c'est le groupe Mullier. Du coup, quand tu travailles pour une boîte, tu as les autres boîtes qui arrivent assez vite. Donc, c'est pour ça qu'on a un développement aussi rapide et aussi fort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que assez rapidement, on a une proposition de rachat. À ce moment-là, fiscalement, on n'est pas forcément aligné avec mes deux associés, et donc on trouve que le meilleur moyen, c'est que moi je leur cède mes parts, et donc moi c'est ce que je fais, je leur cède mes parts, moi je reste en France, et donc je reprends l'entreprise de mon papa. Et c'est là où on arrive chez Simalp, en fait. Exactement. C'est Simalp, ton père a Simalp. Alors, fais-nous un petit... avant de nous parler un peu des enjeux qui se présentent à toi il y a une quinzaine d'années quand tu reprends cette entreprise, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de ce qu'est cette entreprise ? Je le disais en introduction, elle a été créée en 1964. Elle a donc un historique, une histoire. C'est quoi ? C'est vrai que c'est une super histoire, Simalp, qui a commencé bien avant que je la reprenne. Donc 1964, un alpiniste qui est visionnaire. Alors j'ai pas eu la chance de le connaître, donc je connais que l'histoire qu'on a pu me raconter. Qui est pas satisfait en fait des produits pour la montagne. Et qui va rencontrer Dupont de Nemours, qui est une entreprise de textile française, et qui va concevoir avec eux les premiers pantalons avec du stretch à l'intérieur. Aujourd'hui, ça nous semble évident, mais en 1964, ça n'existe pas. Et donc, il va faire les premiers pantalons pour la montagne avec du stretch dedans qui apporte une liberté de mouvement. Et c'est comme ça que naît Simalp et que l'entreprise devient d'année en année le leader français du pantalon de montagne. D'accord, c'est comme ça qu'elle commence. Et comment elle grandit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que 64, ça remonte un peu loin. Ouais. Alors, j'ai pas forcément l'historique de 64 jusqu'à moi. Mon papa rachète la marque en 91. Et alors, elle est comment la marque en 91 ? Alors, en 91, il la rachète suite à un dépôt de bilan. Donc, forcément, elle est pas à son mieux. Ouais. Et donc, comme beaucoup de marques, il y a des hauts et des bas, parfois peut-être des problèmes de communication, des problèmes d'innovation, des concurrents qui arrivent à fabriquer mieux, moins cher. Et donc, quand il reprend la marque est distribuée en magasins spécialisés. Moi, mon papa a créé son entreprise en 1984 et donc il rachète en 91 Simalp. Lui, à l'origine, il vient il fabriquait pour la grande distribution des vêtements de ski qu'il faisait fabriquer en France. Donc lui, son activité, c'était de fabriquer. Il avait une cinquantaine de personnes dans la Drôme, dans une usine. Et il reprend parce que la grande distribution lui impose des tarifs qu'il n'arrive pas à suivre. Et donc, il se dit qu'un saut vers des produits plus techniques peut lui permettre de garder ces personnes en France. D'accord, donc il fait un move stratégique. Complètement. Et ça passe par le rachat d'une marque comme Simalp. Exactement. Et il continue à fabriquer en France. Il utilise quel réseau de distribution ? Donc quand il reprend Simalp, il reprend aussi le réseau de distribution. À l'époque, c'est des VRP. Donc VRP, c'est des agents commerciaux qui sont indépendants et qui il fait des collections, ce qu'on appelle des collections. Donc il fait fabriquer une dizaine de pièces pour chaque modèle qui vont être données à ses commerciaux. Les commerciaux vont les vendre dans les magasins, donc proposent ces collections aux magasins. Et 6 mois après, les magasins reçoivent les produits.
Ce modèle-là est toujours celui que tu trouves quand tu reprends Simalp. C'est la suite de tout ça, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Donc on a une entreprise qui produit en France. Alors, mon papa, il l'avait vraiment à cœur, puisqu'il a commencé avec les employés, donc il leur avait promis d'aller jusqu'à la retraite, et c'est quelqu'un de promesse, mon papa. On vient du monde agricole, donc quand on dit quelque chose, c'est important de s'y tenir. Ouais. J'ai grandi avec cette éducation-là aussi, et du coup, il essaye de garder au maximum sa production en France. Et il part aussi fabriquer au Maghreb, donc Tunisie, Maroc, pour avoir les plus petites séries qui vont être fabriquées en France, grosso modo, et puis les séries plus importantes qui vont être fabriquées là-bas. Et effectivement, c'est le modèle que je retrouve en 2009 quand je reprends l'entreprise. Donc, entre-temps, mon papa a racheté d'autres marques qui sont des marques plus sportswear. Et donc le constat, c'est que le marché a évolué, des marques américaines sont arrivées entre-temps, comme The North Face, Columbia, avec un marketing très fort, ce qui n'est pas la culture française à l'époque, donc peu de communication, peu de marketing, on mise tout sur le produit et puis le rapport qualité-prix, sauf que le consommateur, il attend aussi d'être inspiré, d'avoir des marques qui leur parlent. Ouais, c'est ça, une belle présentation de la marque, et ça, c'est un peu moins son ADN. Mon papa, il a plus un ADN de produit, de finance. Ouais, il était plus dans la. L'innovation avait produit. L'innovation, elle est au centre de Simalp. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au démarrage de Simalp. C'est pour ça que Simalp est né. Et moi, quand je reprends la marque, c'est vraiment mon idée, en fait, c'est de redonner les lettres de noblesse à Simalp en passant par l'innovation. Non pas que la qualité est pas bonne, hein, les produits à l'époque sont bien, mais par contre il y a un problème de positionnement marketing, mais qui nécessite des budgets, et quand j'arrive, j'ai pas des moyens financiers importants. À l'époque, les levées de fonds, etc., c'est pas du tout l'état actuel, donc je peux pas passer par là. Et moi, mon idée, c'est que l'e-commerce va révolutionner la façon de vendre les produits. Donc tu veux additionner finalement au canaux de vente existant celui des ventes en ligne, et ça, c'est un peu l'objectif principal quand en 2009 tu reprends Simalp. Alors, quand je reprends, j'ai même une vision un peu plus trop avant-gardiste. C'est que moi, je pense que Internet peut suffire comme canal. Donc, en fait... Une pure DNVB. Oui, c'est ça. Ça n'existait pas, le mot DNVB en 2009. Mais moi, c'est vraiment ma vision. C'est que je me dis que des produits techniques, à l'époque, on achète principalement... Il y a des marques comme Sarenza qui commencent à vendre des chaussures, etc. Je me dis, mais pourquoi on ne peut pas vendre des produits techniques ? Il y a un argumentaire très technique quand tu achètes un produit de montagne. Donc ça doit pouvoir se vendre sur Internet directement. Malheureusement... c'est pas forcément le... Ça s'est pas passé ça aussi simplement voilà, que prévu, mais c'est ça. Tu vas nous expliquer un peu après justement comment tu as fait pour déployer l'entreprise, la faire croître et aujourd'hui asseoir une présence internationale, principalement en Europe. On va revenir sur tout ça. Avant ça, comme je le disais en introduction, on va parler du marché pour bien comprendre finalement les enjeux d'une entreprise comme Simalp. Les consommateurs ont probablement évolué sur les 15 dernières années. Ils ont des attentes qui sont différentes, une vision de l'outdoor qui est probablement différente, donc des besoins différents. Parle-nous un peu du marché. Qu'est-ce qu'il représente en Europe ? Est-ce que c'est d'ailleurs le plus gros marché au monde ? Point d'interrogation. Comment ça fonctionne et quelles sont les tendances qui se dessinent ? Alors aujourd'hui, le marché, il est quand même, on peut le diviser en trois... Il y a 3 continents qui sont très forts. Il y a l'Amérique avec le Canada, hein, qui est quand même le plus gros marché. Ensuite, l'Europe, qui est un marché ancien, historique. Et puis l'Asie,
qui, en quelques années, ces dernières années, est un marché maintenant qui est très très important. Donc j'ai pas de chiffres sur quelles sont les proportions entre ces trois continents, mais c'est les trois grandes zones de distribution. L'Europe reste un des une grosse locomotive pour le marché. Restons justement sur l'Europe. Comment tu les décris, les consommateurs aujourd'hui? C'est quoi les évolutions dont tu as été témoin? Alors l'évolution la plus notable de ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui on a des consommateurs qui sont sur plusieurs activités. Le Covid a été un bouleversement, je pense, du marché outdoor, avec les gens qui se sont reconnectés à la nature. Aujourd'hui, le consommateur, il va pas être uniquement un alpiniste ou un randonneur, il va aussi faire du VTT. Il va être généralement pratiquant multisport. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des vêtements et de l'équipement qui puissent être multi-activités. Oui, ça, tu vas nous l'expliquer. Et donc, il y a une pratique qui est plus diverse des activités sportives en montagne. Je le disais aussi en introduction, cette fameuse course, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui fait un focus quand même très fort sur une activité estivale de la montagne. Justement, cette dimension estivale de la montagne est probablement là où la croissance se trouve. Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est là où il y a de plus en plus de pratiques. Parce que quand on pense à la montagne, souvent, on pense sport d'hiver. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours aussi vrai? Alors, je pense pas. Aujourd'hui, sur la France, pour prendre un secteur qu'on connaît bien, nous, quand vous regardez nos ventes, elles sont pas du tout majoritaires sur la région Rhône-Alpes. C'est l'Île-de-France qui arrive en premier. On peut faire du trail en Bretagne. Et la connexion à la montagne, en fait, elle va au-delà de simplement être dans des sommets. On peut pratiquer quasiment tous les sports, même si on n'a qu'une petite colline à côté de chez soi. Ouais, c'est intéressant. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que finalement, l'équipement qui à l'origine a été proposé pour les activités de montagne se démocratise et sortent de la montagne pour pouvoir être ces équipements utilisés dans d'autres zones géographiques que les massifs alpins qu'on a en France. Ouais. Alors, en France, on a déjà pas mal de massifs, autres que les Alpes, des très beaux massifs. Et effectivement, aujourd'hui, les pratiquants sont présents en France, dans tous les départements. On peut retrouver des pratiquants qui vont faire du trail ou qui vont faire... et le ski, si c'était ta question aussi, le ski alpin, c'est un marché qui, ces dernières années, a été quand même très compliqué. Nous, heureusement, c'est pas un gros marché chez Simalp. C'est un marché qui est un peu à part, parce que c'est un marché qui fonctionne que 2-3 mois dans l'année, qui est très saisonnier, ouais. Et qui est effectivement sur des consommateurs. Alors, il va y avoir tous les passionnés de montagne qui vont aussi faire du ski, mais il y a effectivement des gens qui connaissent la montagne que par le ski alpin. Donc, c'est un peu à part, et nous, c'est un peu moins nos clients. On est vraiment plus sur des pratiquants... Sur l'outdoor, aujourd'hui... L'équipement outdoor, c'est quoi? Tu as des chiffres de croissance ou des chiffres de marché? Combien ça représente en millions, milliards? Ouais, alors c'est en milliards. On a des chiffres, on parle de 6 milliards de ventes wholesale dans le monde. Mmh. Donc sachant que donc, le wholesale, c'est plutôt, on va dire, des marques plutôt premium. Aujourd'hui, on a un gros acteur qui est notamment Decathlon ou Intersport qui vont avoir des marques propres, donc ça rentre pas là-dedans. Donc on peut dire qu'on est sur un marché d'autour de 20 milliards en prix de vente dans le monde. Pour le monde, ouais. Et tu connais les chiffres pour la France ou des chiffres de croissance pour l'Europe, pour la France? Alors, en France... tout secteur
confondu, tout sport confondu, outdoor, parce qu'il y a pas mal de sports dans l'outdoor. Là, ces dernières années, on a eu des croissances dans certains secteurs qui étaient entre 10 et 20%. Le Covid, comme je le disais, a été un vrai révélateur. Beaucoup de gens se sont mis au ski de randonnée, notamment l'hiver, faute de pouvoir faire du ski de piste. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester, parce qu'en fait, on a redécouvert la montagne sans le bruit, sans toute cette agitation, ces queues. Et en fait, les gens ont découvert la connexion à la montagne. Et je pense que c'est quelque chose de formidable. Si le Covid a eu des bons côtés, je pense que ça peut en être un. Quand tu parles justement du marché de l'outdoor, tu fais la différence entre les sports. Est-ce qu'il y a aussi une différence à faire entre les équipements, puisque chez Simalp, vous vendez des vêtements, principalement des chaussures, enfin l'ensemble de l'équipement qu'on porte. Est-ce que quand on en parle équipement outdoor, on parle aussi d'accessoires? Alors on peut pas penser au ski, on peut penser aux raquettes, on peut penser au bâton. Est-ce qu'on fait une différence aussi là-dessus? Oui, il y a une différence. Il y a deux marchés en fait. Il y a le marché du hard et soft goods. Donc le hard étant tout le matériel. Et ça, c'est effectivement quelque chose. Nous, on n'est pas sur ce marché-là, donc c'est pas quelque chose qu'on regarde attentivement. Et c'est généralement des marques différentes, et donc c'est plutôt un marché différent. Les consommateurs aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une recherche de technicité? Est-ce qu'ils ont une recherche de prix? Est-ce qu'ils ont un autre type de recherche? C'est quoi leur comportement d'achat qui sont observés? Alors je pense que dans tous les sports, quand tu commences à pratiquer un sport et que tu deviens plus ou moins accro à ton sport, l'équipement, forcément, ça devient un sujet. Et avoir un bon équipement quand tu fais des sports plus ou moins extrêmes, en tout cas en termes physiques, on imagine bien, voilà, quand tu fais un sport de montagne et que tu transpires beaucoup, avoir un bon équipement versus un équipement moyen apporte quand même une différence assez notable. Et donc forcément, nous on adresse des passionnés, des gens qui pratiquent relativement souvent les sports de montagne, et ces gens-là, ils aiment l'équipement. Ce qui veut dire que l'argument de la technicité prévaut sur celui du prix, et il n'y a pas une sensibilité au prix aussi forte que celle qu'on peut rencontrer peut-être sur d'autres marchés. Alors on le verra tout à l'heure, je pense qu'on rentrera peut-être plus sur la marque Simalp en tant que telle. En France, on a la chance d'avoir Decathlon, qui est une entreprise leader mondial dans le sport, dans les sports en général, et qui a su amener des prix hyper compétitifs. Donc le prix est clairement un argument important, mais on voit quand même que les consommateurs aiment aller vers des marques qui proposent un équipement très technique, et notamment dans les échelles de prix, il y a des écarts assez importants entre une veste Decathlon, pour ne pas les citer, et une veste d'une marque premium qui peut aller de 1 à 10. Donc c'est des facteurs très importants. Donc ça montre bien qu'il y a de la place pour tout le monde. Bah justement, c'est une bonne transition pour parler de Simalp et comprendre la façon avec laquelle vous adressez ce marché, la proposition de valeur que vous défendez. Je t'ai laissé sur le sujet de Simalp au moment où tu reprenais en 2009, avec les enjeux de distribution qui étaient les tiens, ceux auxquels tu étais confronté, et tu parlais du canal de vente Internet. Globalement, quand on parle d'une marque, évidemment, il y a la distribution, mais avant de parler de la distribution, il y a peut-être le sujet du produit, de la fabrication du produit, de l'innovation, de la R&D. Peut-être qu'on va commencer par là, par les produits. Là, on en parle justement, la technicité, les premiers prix versus les marques premium. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte produit dans lequel évolue Simalp ? Donc en 2009, quand je reprends l'entreprise, le produit qui existe, le produit Simalp, déjà c'est un produit qui a gardé son essence depuis la naissance, qui est un produit avec un bon rapport qualité-prix.
Ça, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'ADN de départ, de proposer des produits à un prix juste. Et c'est toujours le cas quand je reprends. Et j'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et pour la partie innovation, l'innovation et le produit sont essentiels sur ce marché. Et donc, pour concevoir un produit, moi, j'arrive avec mon background plutôt technique. Donc, ce que je fais, c'est que je me penche sur toute la chaîne de valeur et je regarde comment sont fabriqués les produits, à partir de donc on va parler de tissu. Rapidement, c'est ce qui va être rentré en première ligne dans un vêtement que tu achètes, ça va être la qualité textile. Et donc, la première chose à laquelle je m'attelle, ça va être de parler avec les fabricants de tissus directement pour essayer de concevoir avec eux des tissus qui apportent des bienfaits aux consommateurs directement. Ça, ok, on comprend l'innovation, la R&D autour du produit. J'ai tout de suite une question, et on en parlait avant d'enregistrer justement. Ton père faisait fabriquer en France les produits. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? J'ai un élément de réponse quand je te pose la question. Comment ça fonctionne? La supply, globalement, de la fabrication Ouais. Donc moi, quand je reprends, j'ai donc une expérience en Chine, donc je connais bien le marché, la fabrication des vêtements plutôt en Asie. Moi, mon papa fabrique au Maghreb et en France, effectivement. La fabrication, aujourd'hui, elle est donc toujours en Asie. On fabrique majoritairement en Asie. Le textile, à la base, est produit par une entreprise, par des filatures. Et donc, tout ça est fabriqué aujourd'hui en Asie. Principalement en Chine, hein, tu me disais. Pas uniquement, mais principalement en Chine. Il y a une usine qui est partenaire de Simalp. C'est comme ça qu'on peut le décrire. Exactement. Ouais. On a la chance d'avoir un partenaire depuis le début. C'est un des premiers que j'ai rencontré. On s'est fait confiance mutuellement et on a grandi mutuellement. Donc ça, c'est pour la fabrication, donc faire les coutures. Ce qu'il faut déjà comprendre, en fait, pour répondre à ta question, c'est que des vêtements techniques nécessitent beaucoup plus de temps à fabriquer que des vêtements de prêt-à-porter. Oui, parce que les tissus qui sont utilisés sont plus complexes à fabriquer. Alors, sur la partie, il y a la fabrication du tissu, mais sur la fabrication même, donc le fait de faire les coutures, nous on a beaucoup de tissus, de vêtements qui sont étanches. Donc tu as deux opérations. Tu as une première opération qui va être le fait de faire la couture, et la deuxième opération va être d'étancher cette couture. Donc tu as un coefficient 2 entre une veste de ville versus une veste technique. C'est ce qui aujourd'hui nous limite dans notre capacité à arriver à faire des vêtements plus proches de chez nous. Oui, parce que cette technicité-là, elle est maîtrisée en Chine, là où toi, tu fais fabriquer tes vêtements. Exactement. Donc moi, en fait, l'idée que j'ai quand je reprends l'entreprise, c'est d'arriver à apporter en Chine une nouvelle façon, on va dire, de penser la fabrication, en apportant dans l'usine, donc avec Paul, mon partenaire en Chine, on débute une usine de fabrication, et en fait dès le départ dans cette usine, l'idée c'est d'avoir une stratégie RSE assez forte qui va nous permettre de pouvoir bien recruter les meilleures personnes et de leur proposer en fait autre chose que ce qui existe sur le marché, c'est-à-dire un salaire un peu meilleur, en moyenne 20% meilleur que d'autres usines, et surtout un cadre de travail plus proche des normes européennes, donc avec une cantine bio, avec des légumes qui viennent des alentours de l'usine, avec un cadre de travail avec on fait peindre l'usine avec des peintures sans bisphénol, sans PFC, etc. Donc moi j'ai assez tôt cette vision. Là, on est en quelle année ? Là, on est en 2011, donc assez rapidement. Moi, je
je vois que en Chine, en fait, une des difficultés, c'est d'arriver à trouver du personnel qualifié. Donc, il y a un sujet formation aussi dans ces recrutements. Comment ça fonctionne, l'arrivée de nouvelles main-d'œuvre? Alors, effectivement, ça peut être un sujet. On a essayé de travailler le sujet différemment, c'est-à-dire d'avoir des gens compétents. Et pourquoi est-ce qu'ils viendraient travailler chez nous ? Pourquoi est-ce qu'une personne qui travaille actuellement dans l'usine d'à côté voudrait venir chez nous ? Ce qu'on leur a proposé, c'est justement d'avoir un cadre de vie bien meilleur par l'environnement de travail. En Chine, c'est très important la nourriture. Donc la nourriture a joué. Alors je ne sais pas si le côté français a joué en ma faveur dans le fait de leur dire qu'ils allaient avoir une cantine meilleure que ce qu'ils pouvaient connaître. Mais en tout cas, voilà, c'est de leur dire, si vous venez travailler chez nous, vous allez avoir des conditions meilleures que ce qu'on vous propose actuellement. Ailleurs, ouais. Et ça nous a permis de recruter des gens qui étaient déjà compétents. Et donc d'éviter effectivement le sujet de la formation, parce que dès le début, en fait, on a réussi à recruter des profils. Donc l'outil de production est en place en 2011, dans des conditions que tu viens de décrire qui sont tout à fait satisfaisantes, presque proches des normes européennes pour les Chinois qui vont travailler là-bas. Tu as un partenaire qui t'accompagne dans cette fabrication. Je reviens 2 secondes sur justement l'innovation, la R&D. Comment ça fonctionne ? J'imagine qu'il y a un cahier des charges qui est envoyé, que chez toi, en France, vous, avec tes équipes, vous produisez, qui est envoyé à l'usine. Comment ça fonctionne ? Alors, moi, au départ, je passe beaucoup de temps en Chine pour travailler vraiment main dans la main avec les labos de R&D des fournisseurs de tissus. Une des grandes différences chez Simalp, quand tu achètes un vêtement Simalp, le tissu, il est fabriqué que pour nous. Alors au début c'est compliqué parce que j'ai assez peu de quantité, mais la chance que j'ai, c'est qu'on me fait confiance et j'arrive à avoir la sympathie des fabricants de tissus qui acceptent de travailler avec moi et de fabriquer selon ma volonté nos tissus, de développer, de faire de la R&D ensemble. Typiquement, par exemple, dans notre secteur, une marque qui est très forte, ça va être Gore-Tex, qui est un fabricant de membranes américain, qui n'est pas intéressé pour travailler avec moi parce que trop petit, parce que marque pas assez forte. Donc, je dis, c'est pas grave, je vais faire moi-même mon chemin et je développe avec les usines. On va voir des fabricants de membranes et on essaye de Donc là, tu avais en tête travailler ensemble. Exactement le produit fini auquel tu voulais arriver. Exactement. En fait, moi, je me dis que si je veux proposer des vêtements aux consommateurs, si je veux que les consommateurs ils reviennent chez Simalp alors qu'ils étaient partis dans d'autres marques, il faut que je leur propose des produits qui apportent une innovation supérieure. Et donc je m'emploie, moi, mon travail au départ, c'est vraiment de travailler l'innovation et d'aller faire des vêtements qui ont... alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être le tissu, là j'ai beaucoup parlé du tissu, mais ça va être aussi toutes les fonctionnalités qui vont être à côté, ça va être la forme des poches, ça va être des choses un peu moins technologiques. La chance que j'ai, c'est qu'à cette époque-là, le marché de l'outdoor est un marché aussi un peu endormi. La membrane Gore-Tex, c'est, je crois, 1900, fin des années 70. Donc c'est quand même vieux, les brevets sont tombés dans le domaine public. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et avec assez peu de moyens, j'arrive à faire des choses intéressantes. Donc en fait, il y a l'innovation, on comprend comment tu l'as fait rentrer dans les produits, la technicité, la fonctionnalité des produits. Ça te permet d'élargir la gamme, de la renouveler. C'est quoi comment ça faut... Ouais, alors quand je retrouve Simalp, on est plutôt sur des produits assez basiques, beaucoup de pantalons. Et donc effectivement, moi je vais élargir. Moi, ma vision, elle est très claire. C'est ce que je disais quand j'arrive en 2009, je sais exactement où je veux aller.
il va y avoir pas mal de difficultés auxquelles je m'attendais pas. On en parlera tout à l'heure, mais moi, j'ai vraiment la vision d'habiller les consommateurs, les pratiquants de la tête aux pieds. Donc, tu rajoutes des catégories de produits. Ouais. Avant de passer sur la distribution, je voudrais m'attarder un peu sur le produit. On en parlait avant l'enregistrement, ce sont des produits qui sont faits à base de dérivés du pétrole. C'est pas du coton aujourd'hui qui est employé pour des produits techniques qui sont à la fois respirants mais aussi étanches. Pour donner un exemple, comment c'est produit, on sait bien, hein, tu as parlé de RSE, on va enfoncer le sujet à fond. Tu as parlé plutôt de la dimension sociale dans RSE, le S, il y a l'environnemental à évoquer. Fabriquer des produits comme cela, on peut imaginer que il y a un impact environnemental qui est fort. Comment ça fonctionne? Enfin, comment on se saisit de ces sujets-là aujourd'hui chez Simalp? Ouais. Alors moi, depuis tout jeune, en fait, j'ai deux choses qui m'animent. C'est l'innovation. J'ai toujours aimé créer des machines. Quand j'étais tout petit, j'avais vraiment cette appétence. Et le deuxième sujet, c'était vraiment ce côté environnemental, de voir qu'on allait dans le mur. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai et on peut vraiment le toucher du doigt, notamment cet été. Déjà, il y a un constat, c'est le marché de l'industrie textile, c'est la deuxième plus polluante au monde. Donc quand on a dit ça, déjà, on a dit beaucoup de choses. Très tôt, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une entreprise en Suisse qui s'appelle Schoeller, qui développe une façon de fabriquer qu'ils vont labelliser Blue Sign. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent complètement leur façon de faire via ce label. Et donc, ils expliquent comment eux sont parvenus à réduire les émissions polluantes. Donc, la pollution sur la chaîne textile, elle est essentiellement au niveau de la fabrication du tissu. Le reste, ce qui va suivre, donc la fabrication, c'est pas ce qu'il y a de pire. Oui, qu'on comprenne bien, tu es en train de dire, il y a les tisserands, comment on appelle ça, ceux qui fabriquent le tissu, et concrètement, qui assemblent les matières entre elles pour produire des rouleaux de produits finis, et puis il y a l'assemblage, qui est l'usine à l'intérieur de laquelle on va aller assembler différents types de tissus, les coudre, ajouter des fermetures éclair, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Et donc, le désastre écologique de l'industrie textile, il est en amont, il est dans la fabrication du tissu. Nous, qui plus est, sur des tissus techniques, on va ajouter des traitements, on va teindre, on va faire tout ça sur des textiles qui sont du polyester, principalement du polyester et du polyamide. Donc des fibres, comme tu l'as dit, dérivées du pétrole. Donc c'est effectivement hyper polluant. Comme je l'ai dit, l'entreprise suisse qui va être à l'origine du Blue Sign. Donc le Blue Sign, c'est quoi? C'est un peu comme un projet open source. Ils mettent au point tout un tas de procédés industriels qui permettent de réduire de 96% le rejet de déchets, principalement dans les eaux, parce généralement ces usines-là sont au bord de rivières et elles rejettent directement dans les rivières leurs déchets. Les bains de teinture, des choses comme ça. Voilà, nous on va mettre des apprêts donc pour que l'eau elle ruisselle sur ta veste, déperlant. Donc ça contient à mort du PFC. Donc les polyfluors qui sont une catastrophique écologique. Donc ce que je comprends, c'est que Blue Sign finalement met à la disposition du plus grand nombre, parce que c'est open source, des procédés qui permettent de modifier la fabrication de ces tissus-là en vue de préserver au maximum l'environnement.
c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est un label, comme tu pourrais avoir un label ISO, quelque chose en termes de qualité dans une entreprise. Et donc, en fait, ils permettent aux entreprises qui fabriquent les tissus, donc qui sont à l'origine de la majeure partie de la pollution, d'être labellisés BlueSign. Donc, ça veut dire qu'ils contrôlent la mise en œuvre des recommandations qu'ils préconisent. Exactement. Et en faisant ça, les fabricants ont un label sur leur tissu, donc le label BlueSign, qui garantit... alors, c'est un label qui est encore peu connu, mais on commence à le voir dans la fashion, notamment dans des marques qui sont plus investies dans l'écologie. Et donc, c'est un label qui est en train de se généraliser aujourd'hui. Et ça veut dire que tu vas voir tes fabricants et tu leur dis les cocos, maintenant il va falloir faire autrement parce que vous êtes en train de polluer. Et pour continuer à travailler ensemble, il faudrait que vous appliquiez ces normes-là. C'est quoi leur réponse ? Alors, en Asie, ils n'ont pas forcément la même vision, je pense, que nous en Europe. Ils ont envie de progresser. Et donc, quand je vais les voir, effectivement, moi je représente rien encore aujourd'hui. Simalp, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la production. En revanche, ils comprennent qu'ils ont... donc moi, là on est en 2016 à peu près, où nous on se dit, on ne peut pas continuer à faire des vêtements comme ça. Il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Moi j'aime bien l'image du colibri qui fait sa part. Et donc, je vais voir effectivement les fabricants de tissus avec qui je suis en relation et je leur dis, ce label BlueSign, c'est vraiment une super opportunité. Si vous êtes labellisé BlueSign, demain vous aurez aussi plus de potentiellement de clients. Et donc vous avez tout intérêt à faire les investissements qui sont en vrai à l'échelle industrielle pas forcément si lourds en vue de gagner 96% sur la pollution. Enfin, c'est juste énormissime, quoi. Et finalement, ils acceptent. Et finalement, alors, ils voient que le marché aussi est de plus en plus en demande. Tu as des marques, notamment des marques du nord de l'Europe, qui eux aussi amènent une certaine pression là-dessus. Et donc, ils me disent, OK, on va faire les investissements et on va passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, excuse-moi de te couper, quel est le pourcentage des fabricants de tissus auprès desquels tu te fournis qui appliquent cette norme BlueSign ? Alors aujourd'hui, sur le marché de l'outdoor, des vêtements techniques, je dirais qu'on est quasiment à 100% des fabricants qui ont fait le pas. Nous, on leur demande, moi quand je vais avec mon petit bâton de pèlerin, les voir en 2016, c'est encore assez minoritaire, voire très minoritaire, surtout en Chine. Donc nos tissus, ils viennent pas forcément uniquement de Chine, on se fournit aussi au Japon, en Corée, à Taïwan, des pays qui sont quand même plus en avance. Et donc déjà, à Taïwan notamment, on commence à avoir plusieurs fournisseurs qui ont fait le pas. Donc les Chinois, ils ont cette volonté de bien faire, d'être au top de la technologie. Et donc, c'est pas très difficile de les convaincre. Donc maintenant que ça s'est fait, il y a encore le pan de la fabrication, de l'usine, d'assemblage de ces différents tissus. Ça pollue de faire ça ? On peut ? Ou comment on prend en charge la notion d'environnement dans l'usine avec ton partenaire, Paul ? Alors, à partir du moment où tu fabriques, c'est difficile de ne pas polluer. Clairement, ce que j'ai dit, c'est que la pollution, elle était principalement sur l'usine de fabrication du tissu. Le reste de la chaîne est quand même polluante. Et en fait, on s'est aperçu en faisant... donc nous, on a fait notre bilan carbone pour voir quels étaient nos axes d'amélioration. Un des axes d'amélioration principal, c'est de dire, à notre surprise, on parle beaucoup de faire fabriquer, de rapatrier la fabrication au plus proche de tes consommateurs, ce qui fait du sens, évidemment. Mais en fait, une des sources importantes de pollution, ça va être l'énergie que tu consommes. Alors là, au moment où on enregistre le podcast, on est, on peut dire, en pleine crise énergétique, donc ça fait d'autant plus de sens.
Mais donc... Ce que tu disais, en fait, ce que tu m'expliquais en discutant avant d'enregistrer, c'est que quand tu fais ton bilan carbone, tu t'aperçois, parce que moi je t'interrogeais assez naïvement sur le transport, en imaginant que c'était un des éléments forts du bilan carbone et que c'est là-dessus qu'on pouvait finalement faire des améliorations. Et tu m'expliques que oui, c'est vrai, mais à l'échelle globale de la fabrication, c'est pas forcément là où on peut rapidement diminuer, mais bien sur les centres de fabrication, puisque finalement, le sujet, c'est l'électricité qui est dépensée pour faire fabriquer l'usine, pour faire tourner l'usine. Exactement. En fait, donc, on voit assez rapidement qu'entre un bateau qui va porter notre conteneur depuis la Chine et qui va l'emmener en France, au port de Marseille, on est à Valence, c'est pas très loin, et de faire fabriquer par exemple en Europe de l'Est, et de rapatrier ta marchandise par camion, le bilan au final carbone de l'énergie dépensée, il est quasi équivalent. Ça peut se discuter, mais ça va pas être une source importante d'économie. Donc le point important, c'est où est-ce qu'est située ton usine, et l'électricité qui fait tourner ton usine, comment est-ce qu'elle elle est produite. Et en Chine, on sait bien que c'est au charbon. Exactement. Donc voilà. Donc si tu as une usine en France qui va être alimentée par des centrales nucléaires ou de l'hydraulique, là ton bilan carbone va être bien moindre, alors qu'en Chine, le charbon, c'est le pire. C'est le pire. Voilà. Donc, comment tu fais, puisque finalement, tu nous expliques que la production des tissus, on contrôle les empreintes environnementales avec des normes finalement qui viennent de Suisse, qui permettent de limiter à 96% cet impact-là. Maintenant, il reste ton usine avec la production d'électricité qui produit du carbone. Quelle réponse en fait vous apportez à ce défi ? Alors, on a trouvé une réponse assez simple, assez évidente. En fait, on a une usine qui est une boîte rectangulaire avec un toit plat et sur laquelle on peut poser des panneaux solaires. La Chine, tous les panneaux solaires sont fabriqués en Chine. La Chine en installe des quantités juste énormes. Donc, nous, petit à petit, on est en train de recouvrir notre toit de panneaux solaires avec un objectif 2025, usine neutre en consommation. Bon, très bien. Merci pour ces éléments. On a bien vu la production et les enjeux produits qu'il y a justement pour améliorer le catalogue de Simalp. Passons à la distribution. C'est quand même clé. Tu nous laissais entendre en 2011, quand tu te dis que même avant 2009, je vais vendre via le canal e-commerce sur Internet. Tu es un peu en avance de phase, puisque finalement, il y a une bonne dizaine d'années, le commerce n'est pas développé comme il l'est aujourd'hui sur Internet. Comment tu fais ? Déjà, c'est un choc. Parce que donc assez rapidement, je programme mon premier site internet avec mes petites mains tout seul. Donc je suis hyper fier de moi. Mon site internet se met en place. Et là, effectivement, on a une vente par semaine. Et du coup, c'est un peu la douche froide. On a des magasins qui rouspètent parce que ils vendent des produits et ils apprécient pas trop que nous on vende en direct. Donc c'est en 2009, 2010, 2011. On est sur un commerce en fait qui prend Internet comme un concurrent direct. L'image c'est on casse les prix sur Internet, c'est vous nous faites de la concurrence, etc. Donc moi j'ai un business model qui est bancal, voilà, c'est ça, avec des clients des commerçants qui comprennent pas mon idée. Et mon idée de départ qui était de faire une DNVB, ce qui à l'époque n'existait pas du tout, qui est beaucoup trop tôt. Donc j'ai 5 ans très très difficiles. D'ailleurs, s'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont qui se posent des questions et qui sont dans des moments difficiles. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, il ne faut pas abandonner. Ouais, c'est ça. C'est difficile parce que on passe souvent par des moments compliqués où on se pose tout un tas de questions et j'ai fait le choix d'y croire et pour le coup, ça m'a porté chance. Mais donc, à force d'efforts, ça finit par prendre.
Aujourd'hui, tu es toujours distribué en point de vente physique? Oui, on a gardé des distributeurs, les distributeurs historiques qui ont compris et qui ont cru en nous. On continue de travailler avec eux. Clairement, aujourd'hui, donc, on fait 90% de nos ventes en ligne. On a un magasin à Valence. Tu donnes des chiffres sur le chiffre d'affaires ou des notions de chiffre d'affaires On a fait 10 millions. On vient de clôturer là, notre bilan de l'exercice précédent à 9 millions 7, je crois. Et donc, avec des fortes croissances. Avec des fortes croissances, ouais. Très forte croissance. Bravo. Donc, ça veut dire que ça a pris, que finalement, la vision qui était la tienne, selon laquelle le canal Internet, l'e-commerce allait être le premier canal de distribution, s'est révélé être vrai. Comment tu as fait pour que les volumes, finalement, vendus en ligne soient aussi importants pour représenter aujourd'hui 80 à 90% de l'ensemble? Alors, quand je reprends, Simalp est une marque qui est quand même en difficulté, revendue, mais principalement sur du pantalon et dans quelques magasins spécialisés. Le chiffre d'affaires est de 300 000 euros. Voilà. Donc, la première année, je crois qu'on fait 30 000 euros en ligne. Donc c'est hyper compliqué. Je suis obligé de conserver. Mon papa avait d'autres marques, donc je reprends son entreprise telle qu'elle est, avec je crois qu'il y a 4 ou 5 marques sur des vêtements sportswear, globalement tous vendus en magasin de sport. Et donc je suis obligé de garder tout ça. Ce qui est compliqué pour moi, parce que le sportswear c'est quand même très vite de la mode, et moi c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi j'ai vraiment cette... Tu les abandonnes? Alors je les abandonne pas forcément tout de suite, parce que j'ai besoin de faire du chiffre. Quand je récupère l'entreprise fait 1,5 million. Donc Simalp en représente quand même une toute petite partie, hein, on parle de 20%, quoi. Donc je peux pas abandonner les autres marques. Et donc je continue comme ça de 2009 à 2014. J'arrête toutes les marques en janvier 2014. Et ça, c'est un grand soulagement. Un grand coup d'accélérateur sur Simalp. Exactement. C'est ça. Ouais. Ce coup d'accélérateur, concrètement, c'est quoi? C'est aller finalement s'ouvrir à d'autres marchés, c'est investir dans de l'acquisition. Comment on fait pour... Là, on est en 2022, nous dire que tu fais 10 millions alors qu'il y a 15 ans, la même marque en faisait 300 000. Ouais, alors c'est ce qui fait ma fierté, je peux dire. On n'a jamais fait de levée de fonds. Donc j'ai la chance de pas avoir de pression financière sur les épaules aujourd'hui. On a fait les choses, c'est un peu ma façon de faire, je crois, qui est de faire les choses petit à petit. Donc la première année, on fait 30 000 euros en ligne. La deuxième année, on doit faire 80 000. Puis voilà, on a des croissances de 100% ou plus même. Mais sur des petits chiffres. Donc finalement, ça m'aide que peu, jusqu'à un moment où en 2013, là, je vois qu'il y a une accélération, il y a un potentiel, donc j'arrive à faire le pivot, mais jusque là c'est très très compliqué, quoi, hein. Je travaille 7 jours sur 7, j'ai peu de moments pour moi, je fais un peu tout. Je fais les photos. Combien il y a de personnes à l'époque là, qui t'accompagnent dans cette aventure finalement? On est, pendant longtemps, on reste une dizaine de salariés. Entre 2009 et 2014. Je te pose la question, je le disais en introduction, de l'internationalisation. Les ventes sur d'autres marchés, c'est aussi un facteur de croissance important pour toi? Alors oui, j'ai eu la chance de pouvoir recruter quelqu'un qui venait du secteur du vélo, donc un secteur assez proche, comme directeur export, et qui avait du coup l'expérience. Il venait d'une marque aussi assez proche. Nous, on se considère quasiment comme une DNVB, puisqu'aujourd'hui 90% de nos ventes sont online. Et donc aujourd'hui, on va faire 20% de nos ventes là normalement cet hiver hors de France. Comment on fait pour s'ouvrir à d'autres marchés? C'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir
Il faut avoir l'intelligence de se dire qu'il faut des gens qui sachent faire. Moi, j'ai essayé avant de recruter cette personne, de développer l'Espagne avec un stagiaire, ce genre de choses. Ça marche pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Et à un moment, il faut juger que ça fait partie de la stratégie de l'entreprise, se donner les moyens et prendre des gens dont c'est le métier, parce que vendre même hors de France, en fait, c'est pas la même chose que de vendre en France, quoi. Donc là, tu as réussi à le faire. Aujourd'hui, tu as donc une croissance forte dans les ventes à l'étranger qui vont pouvoir représenter jusqu'à 20% de ton chiffre d'affaires. C'est une belle réussite. Ça me permet aussi de passer sur la dernière partie qui est, je le disais, entre autres les réseaux sociaux, le data, la relation client. Il y a un énorme travail de branding qui a été fait. Aujourd'hui, il y a une prise de parole de la marque qui raconte une histoire. Comment tu as construit tout ça ? C'est quoi justement cette histoire ? Alors, en fait, Simalp, c'est une marque qui date de 1964, il y a une superbe histoire, il y a plein de choses à raconter. Aujourd'hui, on s'est posé la question, effectivement, le branding sur le site, il est assez clair et on a essayé de raconter cette histoire, justement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait avec Simalp, c'est qu'on connecte les gens avec la montagne. Donc on permet au plus grand nombre, et ce par un rapport qualité-prix qu'on a toujours gardé. Aujourd'hui, quand tu achètes un produit sur notre site internet, moi je peux t'assurer que le prix il est honnête. En tout cas, on a cette... Ça c'est la promesse. En fait, tu es en train de nous parler de la promesse produit que tu vas utiliser pour prendre la parole vis-à-vis de tes clients, de tes prospects de façon plus large. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que les réseaux sociaux viennent jouer un rôle important pour amplifier justement cette promesse ? Et si oui, comment vous les utilisez ? Alors déjà, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut déjà être clair avec quelles sont tes valeurs, quelle est la valeur de la marque. Donc pour ça, on a fait un why et on s'est posé la question de c'est quoi Simalp, qui on est, qui est notre client cible, et donc d'où on venait, et du coup ça a simplifié en fait notre discours, et c'est aussi plus simple du coup d'avoir un discours pertinent, percutant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc les réseaux sociaux clairement jouent un rôle fort je dirais depuis le début en fait. Comment vous les utilisez, les réseaux sociaux ? Est-ce que vous utilisez des influenceurs ? Est-ce que vous utilisez finalement des images, des vidéos ? C'est quoi l'utilisation que vous en faites ? Alors on a la chance d'être dans un secteur, ça c'est vrai que c'est une chance, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient quand on parle de la marque, parce que l'outdoor c'est juste merveilleux. Déjà tu as des photos qui sont magnifiques, tu as des gens qui sont passionnés, ça fait rêver beaucoup de monde, donc c'est beaucoup plus facile que si on vendait potentiellement des produits industriels, quoi, clairement. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver des ambassadeurs. Les ambassadeurs chez Simalp, donc on a une équipe, une team, ce qu'on appelle une team. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'athlètes autour de la marque, donc qui sont des véritables ambassadeurs, parce qu'ils croient aussi, je reviens sur les valeurs, mais en fait, Simalp, on a un esprit très familial, mais familial pas au sens d'une entreprise familiale à l'ancienne, au sens de communauté. Ouais. On partage des valeurs communes, de passion de la montagne, mais encore une fois, on peut partager ces valeurs avec des gens qui viennent de toute la France. Il y a des passionnés de montagne partout en France. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc ce dépassement dans tes activités sportives, c'est aussi quelque chose qui tu peux être à Paris et faire du running et adorer te dépasser, même si t'es pas un grand champion. On voit tout le monde équipé avec des montres qui mesurent sa performance, donc le dépassement de soi-même, tout ça c'est des valeurs qui rassemblent, et aujourd'hui c'est ce qui fait moi ma fierté, c'est dans notre équipe on a des
des champions olympiques, des champions du monde dans le ski d'alpinisme, Marie Dorin qui a été une superbe athlète olympique. Et donc en fait, elle prend la parole sur les réseaux sociaux pour parler de Simalp, ou alors vous la filmez pour montrer qu'elle s'engage dans sa carrière professionnelle sportive avec des vêtements Simalp. Comment ça se passe ? Alors, je pense que c'est aussi ce qui fait la différence, c'est qu'on arrive avec, je pense, des atouts différents par rapport à d'autres marques beaucoup plus établies qui vont imposer des choses aux athlètes et aux personnalités qu'on va avoir dans cette équipe. Nous, on aime bien travailler avec eux, comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, quels sont leurs projets et comment est-ce qu'on peut les accompagner. Et c'est dans leurs projets, donc c'est personnalisé, je dirais, sur chaque athlète. Certains vont être des athlètes qui sont encore en train de faire du sport. Pour d'autres, ils vont avoir fini leur carrière professionnelle et ils vont rayonner dans ce domaine-là. Donc, ils vont pouvoir donner des conseils, donc on va faire des vidéos avec eux, enfin c'est très personnalisé, on en a 20, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, en fait ça reste très familial et c'est je pense ce qui fait l'attrait de Simalp aujourd'hui par rapport à d'autres marques qui sont beaucoup plus grandes que nous, c'est ce côté amical, jovial qu'on va retrouver. Moi vraiment ce qui m'anime en tant que patron de Simalp, c'est vraiment de voir la joie dans les yeux de mes collaborateurs quand j'arrive au bureau, entendre des éclats de rire autour de la machine à café. Ça, c'est vraiment, moi, ce qui, je dirais qu'au-delà des chiffres, alors oui, on a la chance de faire des belles croissances, d'avoir maintenant une entreprise et une marque qui est respectable et qui commence à être connue dans l'univers de l'outdoor. Mais surtout, moi, vraiment, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir des collaborateurs autour de moi qui s'épanouissent et qui ont plaisir le matin à venir au travail. Alors, je vais confirmer ce que tu dis parce que je ne l'ai pas précisé en entrée, mais Lionel et moi, on se connaît depuis quelques années. On a été amenés à travailler ensemble. Je peux vous confirmer ce qu'il dit. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas un discours marketing, c'est une réalité. C'est quelqu'un qui est profondément humain. Et j'ajouterais que les produits qu'il a, puisqu'il a eu la gentillesse de m'en donner, sont véritablement de bons produits. J'ai une veste qui doit avoir 5-6 ans, avec laquelle je skie toujours et qui me donne entière satisfaction. Voilà. Je crois que la meilleure pub au monde vient d'être faite. Voilà. Donc c'est une réalité. On parle justement de réseaux sociaux. Il y a la construction d'une communauté parce que finalement, quand tu parles de la montagne, tu parles de passion. Tu l'as dit tout à l'heure, le mot passion est vraiment peut-être un dénominateur commun à beaucoup de gens qui font du sport en montagne. Je fais un parallèle avec la voile. Moi, je suis plutôt du côté de la voile. Il y a aussi ce côté passion qui existe. Être proche de la nature, de l'élément, enfin, c'est quelque chose qui est très fort. Tu la crées, cette communauté, elle est active, c'est aussi ce qui contribue à faire de la notoriété autour de la marque, puisque finalement la notoriété est importante. Et puis derrière, comment tu utilises finalement ton CRM, la data ? Est-ce qu'il y a finalement une utilisation qui est faite pour le repeat business? Tu disais tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est que les clients ils soient finalement récurrents chez nous. Complètement. Alors, pour ce qui est de la communauté, on est un partenaire de l'écosystème outdoor, si je peux dire. Donc, la marque, elle va être présente sur des événements. Tu parlais de l'UTMB. On est présent sur l'UTMB. Je savais, c'est un peu pour ça que j'avais cité. Ok. Donc, on va être présent comme ça sur des courses avec lesquelles on va avoir... là, on vient cet été, on a signé un partenariat avec Tignes. Donc, maintenant, Tignes, le trail de Tignes s'appelle le Simalp Tignes Trail. Ça fait partie, je pense, du devoir aussi d'une marque d'accompagner l'écosystème et c'est aussi ça qui crée ta communauté, c'est d'aller sur une petite course de village, leur donner quelques lots podium parce que ça les aide. Et alors clairement c'est pas des choses que tu vas pouvoir mesurer en termes de ROI, c'est juste que tu fais ça en disant que tu participes à l'écosystème et que c'est en semant des petits cailloux que finalement tu arrives à grandir et à créer ta communauté. Donc ça c'est un travail de longue haleine. On n'a jamais trouvé ou en tout cas eu l'envie d'aller se payer une superstar,
Ouais, dans le sport. On comprend, ça va avec l'esprit finalement de famille, entre guillemets, que tu décrivais tout à l'heure. Et la data, et le CRM, c'est utilisé, c'est exploité? Alors ça c'est un tout autre volet, là c'est un volet plus marketing. Oui. Donc on a chez Simalp maintenant, on a près d'une dizaine de personnes qui travaillent sur cette partie marketing. On a pas mal fait grandir les équipes là dernièrement, avec l'ouverture de postes notamment sur l'export, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc évidemment on a la chance d'avoir des gens qui sont passionnés, donc qui vont avoir besoin de potentiellement s'acheter plusieurs fois par an des produits pour l'été, pour l'hiver, pour différents sports. Donc clairement on a des scénarios, on a tout un tas de choses. On a un club, ce qu'on appelle un club VIP, qui est là aussi pour récompenser nos meilleurs clients. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler et qui est hyper important chez nous. Justement, pour finir, je vais te poser la question du développement. C'est quoi les prochaines étapes? Tu parlais de l'internationalisation, de l'ouverture d'un poste justement. C'est quoi la suite de l'histoire en dehors de ce qu'on imagine, c'est-à-dire continuer à asseoir la présence de la marque sur son marché domestique? C'est faire la même chose dans les autres pays? C'est quoi la suite? Alors, il y a un boulevard devant Simalp. On a lancé il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, les chaussures qui sont dans l'univers quelque chose qui peut qui va être on souhaite que ça prenne une part importante. Aujourd'hui les chaussures ça représente encore que 5%, potentiellement demain ça peut être 50%. Et après effectivement donc aujourd'hui ce que je te disais, on va faire cet hiver normalement 20% de notre chiffre à l'export. Moi, alors évidemment, on travaille avec un business plan, on essaye de prévoir les choses, mais on a appris encore plus ces dernières années à voir que l'aléa est quelque chose d'important. Donc plutôt que de mettre la pression à l'équipe et de leur dire il faut absolument qu'on fasse 40%, 30%, etc., on essaye de faire les choses bien, de faire les choses dans l'ordre. Là, on a un vrai sujet sur construire un vrai pôle R&D. Donc effectivement, ce que je te disais, on va ouvrir des postes sur la R&D pour étoffer l'équipe. On va continuer à développer l'export. Et puis, on a un gros sujet, nous, actuellement, sur notre site internet. Donc on travaille, je te le disais, avec Virginie qu'on connaît toi et moi, qui a une agence donc avec qui on fait toute la partie optimisation du parcours client. Et nous, sur notamment le mobile, aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas bon. Donc on a beaucoup de choses à améliorer sur ce point-là. Donc on fait un gros travail sur cette partie. D'accord, donc pour résumer finalement, le développement il va porter à la fois sur les produits avec la R&D, sur la marque, continuer la marque, et puis finalement la distribution aussi, puisque le mobile est la suite du canal de distribution traditionnel du site internet. Ouais, complètement. On voit que Internet le e-commerce a explosé ces dernières années, et les ventes mobiles encore plus. Donc ça nous laisse encore, je pense, quelques années de croissance si on fait bien notre travail. Écoute Lionel, merci 1000 fois pour ce témoignage, pour la façon avec laquelle tu nous as présenté Simalp, cette aventure incroyable, cette marque qui est plutôt jeune, on l'a bien compris. Bravo pour la transformation que tu as pu apporter dans cette entreprise avec quand même un virage fort par rapport à un mode de distribution traditionnel pour l'orienter de façon exclusive quasi exclusive sur Internet. Merci à Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour son support sur cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et vous me partagez régulièrement des messages d'encouragement et ils me touchent beaucoup. Donc merci à vous. Lionel, il me reste à te dire au revoir, bonne saison d'hiver et puis encore une fois un énorme merci. Merci à toi, à bientôt.